Salut les apprentis sorciers, ici la sorcière à lunettes et bienvenue dans mon atelier. On va repartir dans les séries toyétiques, c'est-à-dire les pubs pour jouer de 20 minutes, avec le set le moins connu des briques danoises. Elz est une licence Lego de 41 sets introduite le 8 mars 2015 avec Unis dans la magie, un téléfilm d'animation dano-américain réalisé par Rune Christensen et diffusé à la base sur Disney Channel. 2 autres téléfilms suivront en 2016, toujours sous la houpette des studios danois YaFilm. En parallèle, une web-série d'animation de 48 épisodes répartis en 4 saisons sera diffusée entre le 6 juillet 2015 et le 16 août 2018, toujours animée par YaFilm et dirigée par Vlad Spansberg. Et je suis désolée pour ma prononciation pourrie. Faut dire que l'organisation de cette boîte série est vraiment bizarre, parce que chaque saison est intitulée comme un des téléfilms, mais en plus le nombre d'épisodes par saison est vraiment aux fraises. Le 1er septembre 2017, Netflix diffuse Lego Elz, les secrets d'Elvendale, pour reprendre l'intrigue de la saison 3 des webisodes en plus détaillé. Cette série a la particularité d'avoir été produite par le studio Mir, connu entre autres pour La légende de Korra, My Adventures with Superman et la série Voltron de 2016. Même si l'animation a été sous-traitée auprès de Production Rêve, un collaborateur régulier de la branche télévision de DreamWorks. La licence prendra fin en 2018 avec le retrait des jouets sur le marché. En dépit de cette organisation inutilement compliquée, la prémisse est super simpliste. Nous suivons les aventures d'Emily Jones, qui se baladait pépère dans le jardin de sa défunte grand-mère jusqu'à se faire isekai dans un monde magique rempli de créatures, de lieux et de véhicules toyétiques. Elle s'y fait des amis en les personnes d'Azari l'elfe du feu, Farhan l'elfe de la terre, Aira l'elfe du vent et Naïda l'elfe de l'eau. Des êtres surnaturels avec une magie divisée selon les éléments aristotéliciens et accordée selon un code couleur pratique. Après avoir parcouru la moitié du royaume d'Elvendale, Emily et compagnie rencontrent Skyra, gardienne du portail de sortie, qui accorde à Emily le droit de retourner sur Terre pour protéger le portail d'entrée comme le faisait sa grand-mère. Le reste des épisodes sera composé des allées et venues d'Emily pour nous présenter cet univers, le reste du set pour le merchandising et les complots d'autres antagonistes, particulièrement Regana l'elfe des ténèbres et Cronan sombre racine, le roi des gobelins. Du moins c'est comme ça que j'ai compris le pitch parce que je sais pas si c'est la faute de Lego ou des studios, mais c'est une galère draconienne pour comprendre quel épisode va où dans la chronologie. J'ai dû me référer à au moins 3 wikis différents pour comprendre c'est quoi ce bizzouf. Ce qui n'aide pas non plus quand des éléments sont introduits dans les saisons en cours et que les personnages font comme si c'était de notoriété publique. Il y a aussi tout l'aspect technique et narratif qui est vraiment traité par-dessus la jambe. Je vous jure que c'est pas moi qui trafiquais l'image là. Elles ont vraiment volontairement diminué le nombre d'images par seconde. Et ça m'étonnerait même pas qu'elles aient utilisé des points d'ancrage. Je me sens à la fois limité et facile à produire. Ça s'arrange pas vraiment dans les webisodes, mais ça s'empire pas non plus, donc je suppose que ça reste à l'équilibre. Faudrait juste m'expliquer pourquoi les personnages font des interventions face caméra comme dans The Office. Je veux dire, sérieux, c'est quoi le gag? Parce que juste faire, c'est pas drôle en soi. C'est quand même moins drastique que le revirement graphique des saisons 3 et 4, où les personnages sont soudainement semblables à leurs figurines, comme Ninjago et Monkey Kid. Merci d'ajouter à la confusion, comme si c'était pas déjà assez compliqué comme ça. On pourrait croire que les choses tendent à s'arranger avec la série Netflix, mais... Ouais, c'était clairement pas aussi prioritaire que Voltron. En somme, le projet tout entier a été traité par-dessus la jambe pour gruger les petites filles qui n'étaient pas satisfaites des 7 Lego Friends. Donc voyons comment on pourrait le prendre davantage au sérieux. À nos marques. Prêts? Dessinons. Emily Jones, dite M, est la protagoniste principale de la licence. Dans le premier téléfilm, elle reçoit un collier en héritage de sa grand-mère récemment décédée. Ce collier se révèle être la clé d'un portail transdimensionnel dans le jardin de la dite grand-mère qui transporte Emily dans le royaume toyétique d'Elvendale. En effet, la grand-mère était une des 5 sœurs en charge de protéger Elvendale des forces du mal. Quand 2 portails ont été ouverts entre les humains et les elfes, la grand-mère s'est portée volontaire pour traverser celui du jardin et en assurer la garde pendant que sa sœur Skyra s'occuperait de celui sur Elvendale. Ouais, parce qu'en fait, chaque portail est à sens unique. Celui dans le jardin de la grand-mère ne permet que d'entrer, et celui dans la montagne de Skyra ne permet que de sortir. Mais en faisant cela, la grand-mère a renoncé à son immortalité, est devenue humaine, a fondé une famille et s'est éteinte paisiblement. Et en héritant de son amulette, Emily a également hérité de son rôle de gardienne du portail. C'est une ado gentille et amicale, qui s'entend rapidement avec tout le monde et se montre férocement protectrice avec Sophie, sa petite sœur qui a fini par la suivre dans ses aventures. Comme la plupart des protagonistes d'isekai, elle n'a rien contre l'idée de risquer quotidiennement sa vie dans un monde rempli de dangers, sans trop réfléchir à son monde d'origine. Grâce à l'amulette de sa grand-mère, elle peut ouvrir le portail dans le jardin familial,
amplifier les pouvoirs de ses amis et invoquer une super arme de la mort qui tue pour combattre. Elle est d'ailleurs liée à la fois à la Reine des Dragons et à la gardienne élémentaire de la lumière. La chef d'un groupe de Magical Kids qui a le pouvoir de la lumière et de l'amour, qui sont traités comme les plus puissantes formes de magie au monde. Elle est jouée par Ashley Ball en anglais, qui joue également Aira, et par Delphine Chauvier en français. Avec ce que je viens de voir, je crois que j'ai l'esprit ouvert. Emily ne brille pas par son originalité ni sa profondeur en tant que protagoniste. Elle est suffisamment compatissante et agréable pour qu'on suive ses aventures sur plusieurs épisodes, mais on peut épaissir tout ça. Pour le style général, j'ai décidé d'embrasser celui des figurines Lego classiques. Je sais que Elves est une branche de la licence Friends, mais j'ai jamais aimé leur esthétique, alors on va plutôt se la jouer Monkey Kid. Une série toyetique dont l'animation envoie du pâté ouzbek, si vous me permettez l'expression. Donc on reste sur une figurine classique avec des chaussures dessinées à même le corps et des pinces en guise de main. J'ai décidé de faire un petit mélange de ces tenues à travers les saisons pour les combiner avec un haut court à capuche. J'ai également retravaillé son amulette pour la rendre un peu plus élaborée que l'original. J'ai réutilisé ses couleurs principales, le bleu-gris et le blanc, mais en les rendant plus foncées pour correspondre à son état d'esprit endeuillé au début de la série. Je lui ai également ajouté un sac pour des raisons de praticité. Dans ma réécriture, la grand-mère d'Emily est l'autrice d'une célèbre saga littéraire sur un monde fantastique avec des elfes. Sa petite fille veut suivre son exemple, mais souffre de la comparaison et n'ose pas se lancer véritablement dans le métier. D'autant plus que beaucoup de personnes ont déjà tenté de se servir d'elle pour rencontrer sa grand-mère. Abattue par son récent décès, Emily se fait isekai dans Elvendel et comprend que sa grand-mère avait déjà visité ce monde et l'avait couché sur papier pour ne pas oublier. Est-ce qu'elle était une des sœurs gardiennes? Peut-être que oui, peut-être que non. Dans tous les cas, l'arc d'Emily consistera à s'émanciper de l'image de sa grand-mère et à apprendre à affirmer sa propre identité, tout en aidant ses nouveaux et nouvelles camarades en attendant de trouver un moyen de rentrer sur Terre. Azari Dancefeu est la deutéragoniste de la licence et la première à accueillir Emily à Elvendel. C'est une elfe du feu qui connaît le reste du groupe depuis qu'elles sont enfants. Et elle connaissait également Regana, l'antagoniste principale de la web-série, mais n'était pas particulièrement proche d'elle. Elle n'a pas vraiment de maison et on la voit plutôt squatter les appartes de ses amis ou ronfler pépère dans la forêt à son propre rythme. D'un caractère chaleureux et impulsif, c'est elle qui rassemble les autres autour de projets un peu foufous. Elle a cependant assez de contrôle de soi pour ne pas complètement perdre son calme, même dans les moments les plus dangereux. Il lui arrive de se payer la tête des autres et de refuser d'admettre qu'elle a le vertige, mais elle reste loyale envers ses amis coûte que coûte. Elle est aussi un peu rancunière et a tendance à ignorer la sécurité. Elle est capable de contrôler le feu, ce qui implique qu'elle y est insensible, et a une certaine connexion avec les créatures de feu. Elle finira par se lier au gardien élémentaire du feu, qui lui offrira un marteau pour combattre Nocturna, l'antagoniste finale. Elle est jouée par Erin Matthews en anglais, qui joue également Naïda, et par Sophie Landress en français. Bon, en fait, tu as gagné le droit de travailler. Bonne chance. Azari est à la fois en accord et en désaccord avec les clichés qu'on associe avec le feu. Faudra peut-être qu'on fasse une vidéo sur la magie élémentaire, un de ces quatre. Sûrement, mais en attendant, on va la retravailler un peu. Avec un nom pareil, ça m'a longtemps déçu que la Azari originale ne soit pas davantage caractérisée comme une danseuse. Alors j'ai un peu tapé dans l'imagerie des danseuses orientales, avec une longue jupe flottante, un gilet et un bandeau dans les cheveux. L'équipe de rédaction de l'atelier de la sorcière à lunettes tient à confirmer que nous ne cautionnons aucun stéréotype culturel et nous présentons nos plus plates excuses aux personnes que nous offensons sans le vouloir. T'es sûr que c'est nécessaire? Plains-toi à Brooke si tu veux, moi je suis que la messagère. Pour en revenir à Azari, j'ai voulu piocher un peu dans l'imagerie de la Esmeralda en lui mettant un tambourin dans la main. Comme les elfes manquent un peu de variété dans leur design, je leur ai attribué une créature légendaire à chacun et chacune. Les elfes du feu sont donc des salamandres, au sens mythologique du terme. Et les cornes? C'est pour rappeler les dragons. Le plus casse-pied, ça a été de retrouver sa marque frontale, vu qu'il n'y a presque aucun plan de bonne qualité sur son front dégagé et que le design change à chaque série. Du coup, j'ai essayé d'improviser avec ce que j'avais. Comme Azari n'a pas vraiment de maison attitrée dans la licence originale, j'ai pensé l'écrire comme une ancienne membre d'une troupe d'artistes itinérantes qui a fini par prendre son indépendance et tracer sa propre route. Elle accompagne donc Emily dans l'espoir d'apprendre davantage sur les danses de son monde et les partager avec le plus grand nombre.
Farhan Ombrefeuille est le tritagoniste de la franchise et la caution garçon de la bande. Quitte à inverser les clichés, autant en profiter. C'est un elfe de la Terre, même s'il semble avoir une affinité plus prononcée pour les plantes et les animaux. Il habite dans une cabane perchée qui sert souvent de base centrale au reste de la bande. C'est l'élément comique principal du groupe, gourmand et maladroit, qui se pense souvent plus malin qu'il ne l'est vraiment et attire la malchance comme un aimant. Il a malgré tout un certain sens des responsabilités et une logique qui lui permet de mieux prendre les détails en compte. Il est également puissant pour son élément et sait utiliser ses pouvoirs avec créativité. On lui tease aussi un petit béguin envers Aira dans la web-série, mais ça ne sera pas concrétisé dans le reste de la licence. En tant qu'elfe de la Terre, même si on pourrait plutôt le qualifier d'elfe sylvain à ce stade, il peut manipuler les plantes pour les faire croître ou se déplacer facilement et communiquer avec les animaux. Il se liera d'ailleurs avec la gardienne élémentaire de la Terre qui lui accordera un bouclier feuillis. Il est joué par Kyle Rideout en anglais et par Grégory Praet en français. Je la trouve un peu molle. Je parle de la pomme. C'est pas de ça dont je devais parler? Farhan est un personnage plutôt fun et un exemple de masculinité positive comme on en voit rarement. Alors, j'aimerais voir comment le réutiliser dans mon pitch imaginaire. Comme j'ai eu envie de différencier les elfes de manière un peu plus concrète, j'ai décidé de donner des bois et des oreilles arrondies aux elfes de la forêt, que je rebaptise Hamadryades par mon autorité de scénariste. Les Hamadryades, également appelées Hadryades, sont des nymphes sylvestres de la mythologie grecque. Chacune est liée à un seul arbre et meurt avec lui s'il est abattu, contrairement aux Dryades qui ne sont liées qu'aux chênes et ne meurent pas avec leurs arbres. Comme je trouve dommage que le Farhan original n'a pas de marque frontale comme les autres, j'ai repris celle d'une autre elfe de la Terre, Quartzin, une des grandes tantes d'Emily et Sophie. Pour rajouter un peu de world building à tout ça, j'ai également pris inspiration des tenues du royaume de la Terre dans Avatar, qui étaient elles-mêmes inspirées de l'esthétique chinoise. On dirait pas, mais la nourriture et les vêtements sont d'excellents moyens de structurer la création de votre univers imaginaire. Dans ma réécriture, Farhan serait un Hamadryade qui se fait charrier par ses compatriotes à cause de son intérêt pour la géologie. C'est au final grâce au groupe qu'il prendra confiance en lui et affichera plus ouvertement ses goûts. Aira Sifflevent est la tétragoniste de la licence et une ingénieure en freelance avec un atelier en montagne. Elfe du vent de son état, beaucoup de ses créations sont tournées autour de l'aéronautique. Mais elle peut pas juste, tu sais, s'envoler? On dirait pas, mais même si elle le faisait, les autres ne le peuvent pas, donc c'est plutôt pratique d'avoir un dirigeable. D'un naturel facilement excité et bonne poire, elle est la pile électrique de la bande, à toujours vouloir faire 1000 choses à la fois sans vraiment prendre son temps. Elle peut également parler des heures durant de ses passions et poser autant de questions ultra détaillées sur le sujet qui l'intéresse. Elle reste malgré tout aventureuse et aime passer du temps avec ses amis. Ne lui demandez juste pas de chanter si vous tenez à vos oreilles. Ses inventions sont généralement pratiques et elle a un certain talent pour les adapter à la situation. On lui tease également un petit béguin plus ou moins réciproque pour Farhan, mais ça ne s'est jamais vraiment concrétisé. Un autre épisode montre qu'elle est claustrophobe, ce qui est assez raccord pour un personnage associé à l'air. Son élément lui permet de diriger les vents à sa guise et elle a un lien particulier avec les créatures volantes, dont le gardien élémentaire de l'air qui lui confiera un arc enchanté. Elle est jouée par Ashley Ball en anglais, qui joue également Emily, et par Sophie Frison en français, qui joue aussi Naïda. Pas de blague sur son nom ou un pivert vous piquera le crâne pendant 3 semaines. Il a toujours cette démarche lente et élégante. En attendant, je suis très impatient de savoir ce qui se passe. J'ai lu des gens théoriser qu'Aira était dans le spectre autistique, parce que la description de sa figurine dit qu'elle a du mal à comprendre les gens, les sentiments et à parler sans filtre. On voit pas tellement ça dans les séries, mais je pense que je peux comprendre pourquoi. On va bien voir ce que ça peut m'inspirer. Pour la nouvelle tenue d'Aira, je me suis pas mal inspirée des tenues traditionnelles Inca, mais il se peut que j'ai pas mal pris des Aztèques dans mes modèles. Le tout en gardant ces différentes nuances de mauve et de blanc. Faut reconnaître que c'est pas une couleur qu'on associe souvent à un personnage aérien. Pour accentuer son côté ingénieur, je lui ai ajouté des goggles, une poche à outils et une clé dans la main gauche. J'ai aussi pris sur moi de légèrement raccourcir ses cheveux, même s'il faut admettre que ça se voit pas trop avec l'angle de vue. Pour continuer dans les inspirations mythologiques, j'ai décidé de faire d'Aira une sylphide avec des oreilles qui rappellent des petites ailes. Les sylphes, ou sylphides au féminin, sont des esprits de l'air qui proviendraient des mythologies gauloises, celtes et germaniques.
Et elles ont aussi été assimilées aux djinns dans les folklores arabes pré-islamiques. Je pense que je vais utiliser le terme féminin pour les elfes de l'air en général. C'est simple, inclusif, tout ce qu'on aime. Sauf qu'Aïra est une sylphide particulière parce qu'elle n'a pas d'aile contrairement à ses compatriotes. Elle a toujours ses pouvoirs, mais elle est considérée comme une handicapée par les autres sylphides. En fréquentant ses amis, elle prendrait confiance en ses talents d'ingénieur et ne laisserait plus les standards de son peuple l'empêcher de concrétiser ses ambitions. Naïda Cœur de Rivière est la pentagoniste de la licence, et je crois bien que c'est la première fois que je prononce ce terme de toute ma vie. C'est une elfe de l'eau qui habite entre une péniche et une grotte ouverte. D'un caractère empathique, elle est souvent considérée comme le cœur du groupe, qui aide tout le monde à bien s'entendre et à travailler ensemble. Elle n'aime pas la violence gratuite et se sert en général de ses pouvoirs plus dans un but défensif qu'offensif. Elle a aussi des talents un peu particuliers, comme l'alchimie et la cartographie, ainsi qu'une bonne connaissance des légendes d'Elvendel. Elle est également assez timide, voire peureuse quand elle était petite, et veut toujours voir le meilleur dans chacun et chacune, quand bien même elle risquerait de se tromper. Elle peut contrôler l'eau douce comme l'eau de mer et comprend certains animaux aquatiques. Son lien avec la gardienne élémentaire de l'eau lui permet d'utiliser un sceptre doré et bleuté. Elle est jouée par Erin Matthews en anglais, qui joue également Azari, et par Sophie Frison en français, qui joue aussi Aïra. Pas de blague sur son nom ou un pivert vous piquera le crâne pendant 3 semaines. Les dragons ne se contenteraient pas de se mettre en colère. Ils chercheraient vengeance. L'alliance entre les elfes et les dragons serait rompue. Et le chaos s'abattrait sur Elvendel qui serait détruit pour toujours et à jamais. Alors, on continue ? Naïda est un personnage qui apporte un certain équilibre au groupe et leur permet de rester sur le droit chemin. Mais comme le traitement des personnages en général est assez superficiel, on le ressent pas suffisamment. Alors voilà comment je l'aurais rendu plus visible. Je me suis basée sur les tenues indonésiennes pour ma version de Naïda, plus particulièrement celle du centre de l'île de Java. Je me suis dit que ce serait plus en accord avec un personnage associé à l'eau. Pour le coup, j'ai eu plus de facilité à lui trouver une marque frontale, même si j'improvise toujours avec ce que j'ai. J'ai pensé lui faire des ouïes apparentes, mais je me suis contentée d'en reprendre la forme pour ses oreilles. Et puisque son prénom m'a un peu coupé l'herbe sous les pieds, je fais d'elle une ondine. Les ondines, ou ondins au masculin, sont des génies des eaux dans les légendes alsaciennes et la mythologie germanique, qu'ils appellent également Nyx. Comme ses cheveux qui défient la gravité dans l'original m'agacent un peu, je suis partie sur une coupe détachée et légèrement ondulée pour évoquer l'eau. Je lui ai ajouté un deck de cartes parce que j'avais réimaginé Naïda comme une joueuse patentée assez comique. Vous savez, le genre à fuir ses créanciers, multiplier les arnaques et prendre des paris sur les combats de ses amis, mais qui intervient toujours à temps pour sauver la situation au dernier moment. Je pense que ce serait un bon ajout à ce groupe un peu trop lisse jusqu'ici. Comme on l'aura vu jusqu'ici, les Goëls ce n'est pas la licence la plus travaillée par la firme danoise. J'ai vu des vidéos qui semblaient contentes des sets de jouets en eux-mêmes, mais déploraient que le dessin animé était aussi délaissé. Si vous avez eu un de ces sets un jour, n'hésitez pas à partager vos souvenirs en commentaire. Et c'est clair qu'entre l'animation sous-traitée par tellement d'intermédiaires qu'on la prendrait pour une chaîne de supermarché, les scénarios qui vont rarement au-delà des morales faciles ou de la présentation du merch et l'omniprésence de Ninjago, c'est pas étonnant qu'elles aient fini dans le placard des projets délaissés. Et elles se contenteront d'appâter le public féminin avec des séries dérivées de la licence Friends qui étaient des tranches de vie dans un univers réaliste. Tu sais que ce soit du point de vue de la production ou de la réception par le public, on en attend au final très peu de la part d'une série d'animation faite pour vendre des jouets aux enfants, a fortiori aux filles. C'est un argument que j'entends et qui me met hors de moi parce que, pour citer Karim Debache, Justement, c'est pour les gosses, ça devrait demander 2 fois plus de soins. les jouets et les histoires sont 2 parties intégrantes de la construction des enfants, et à force de s'entendre dire qu'on n'en a rien à faire de leur capacité intellectuelle ou émotionnelle en raison de leur genre de naissance, on ne fait que rabâcher des idées nauséabondes qui devraient disparaître une bonne fois pour toutes de notre culture.
Les petites filles ont le droit de vouloir un truc déjanté, épique et bien animé à la Monkey Kid, et les petits garçons ont le droit de vouloir exprimer leurs émotions et leur sensibilité en toute sécurité façon My Little Pony. Qui est d'ailleurs la preuve qu'on peut faire un truc épique et sensible à la fois, pour peu qu'on y mette de la bonne volonté. Alors clairement, je vais pas changer le monde culturel avec mes vidéos à la con, mais on m'empêchera jamais de partager les histoires que j'aime avec les autres au-delà des identités de genre. Je ne sais pas si ça arrivera un jour à Lego Elves, mais j'espère au moins que cet univers aura réussi à toucher autant de personnes que possible. Sail out to sea on an ocean of mystery and bring your heart to the ones that you meet. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, suivre mes réseaux, suggérer des idées de personnages à redesigner dans les commentaires et à checker mon onglet communauté pour ne rien rater des prochaines vidéos. D'ailleurs, si vos finances vous le permettent et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un don sur ma page Tipeee, ce qui vous donnerait accès à des contreparties comme les vidéos en avant-première, votre nom au générique, des illustrations personnalisées ou même le choix du dernier épisode de la saison de redesign ou de Deal et Terme. Je vous laisse rejoindre la sortie de l'atelier et rappelez-vous d'éviter de déranger Ozzy en partant. Trotteur. Run for your life!